pour vous rappeler quelques éléments de contexte, il faut bien saisir l'enjeu. C'est que la formation des citoyens aux enjeux environnementaux est bien nécessaire pour donner les moyens de construire les réponses aux défis de la transition écologique. Du coup, il y a tout un débat et des initiatives sur l'adaptation de l'appareil de formation et l'évolution des compétences, des montées en compétences qui sont nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins et aux nouveaux défis. Donc nous accueillons, Emeline Baudet et Arthur Delassus pour nous éclairer sur ces enjeux. Je vais commencer par vous présenter les intervenants. Emeline Baudet, tout d'abord, est chercheure en post-doctorat au sein du Georgetown Environmental Justice Programme et membre du campus de la transition. Le campus de la transition, vous le connaissez peut-être, est un lieu d'enseignement, de recherche et d'expérimentation qui a été créé en 2018 par un collectif d'enseignants-chercheurs, d'entrepreneurs et d'étudiants. Emeline a également travaillé sur les imaginaires du Sud à l'Agence française de développement de 2017 à 2020. De son côté, Arthur Delassus. Arthur Delassus est ingénieur de formation. Il est reconverti dans l'agriculture. Il est aussi, comme Emeline, membre du campus de la transition. Et il est l'auteur, avec Blandine Delassus, d'un ouvrage intitulé « Et lentement, tout bascule, itinéraire amoureux de notre conversion écologique ». C'est le témoignage de sa conversion écologique. Je vais commencer après cette présentation donc, par poser des questions à Emeline. Et puis ensuite, on passera au témoignage d'Arthur. Je lui poserai également quelques questions. Voilà, Emeline, bienvenue. Je vais commencer par te poser quelques questions auxquelles tu pourras répondre brièvement. Sur cet ensemble de questions pour Emeline et pour Arthur, on aura à peu près une quarantaine de minutes. Et ensuite, nous aurons 30 minutes de questions-réponses avec les participants. Emeline, peux-tu nous dire en quoi la transition écologique nécessite de former autrement? Et si oui, comment? Merci Marie. Bonsoir à toutes et à tous et merci à Marie de ton invitation ici. Je suis ravie de vous partager quelques réflexions et plutôt témoignages d'expérience sur ce qu'on a pu vivre ici au campus de la transition et au-delà dans les réseaux qu'on a pu contribuer à former et à essaimer depuis quelques années. Alors effectivement, la transition écologique, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler désormais. Et surtout, on comprend désormais que les bouleversements climatiques, écologiques, des écosystèmes que l'on perçoit même tout près de nous, au cœur de nos modes de vie, appellent justement un changement assez radical et surtout rapide de nos manières de vivre, de construire, de concevoir, de consommer, de commercer également. Et tous ces changements de mode de vie commencent également à l'université. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut découvrir subitement, cela commence forcément assez tôt, assez vite, dès l'école. Et évidemment, les lieux de formation, les lieux d'enseignement, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient académiques, qu'ils soient professionnels, je pense qu'il faut vraiment tenir ensemble l'entièreté de toutes les structures de formation aujourd'hui, doivent prendre en compte ces enjeux et former vraiment à la transition écologique. Donc forcément, les élèves que nous avons aujourd'hui, qu'ils soient encore une fois en école d'ingénieur, de commerce, dans les universités, dans les milieux professionnels, tous les élèves d'aujourd'hui seront les décideurs de demain et les personnes qui seront amenées donc à changer vraiment les choses qui doivent l'être. Et donc forcément, il faut en passer par une phase de rénovation, de changement des programmes, des contenus académiques, puisque par exemple, peut-on concevoir aujourd'hui, à l'heure où les ressources naturelles sont de plus en plus rares, sont de plus en plus précaires, peut-on concevoir que des cours d'économie entiers soient dispensés sans que la question même des ressources et de leur épuisement soit abordée dans le cours? Est-ce que c'est concevable aujourd'hui? Évidemment, ça ne l'est pas. Et on ne peut pas penser certains cours d'économie, on ne peut pas penser, en tout cas, on ne peut pas déconnecter plutôt les enjeux économiques actuels de l'épuisement des ressources naturelles, de la question des enjeux climatiques et de tout le bouleversement des écosystèmes qui sont à venir. Alors forcément, quand on parle de changer comme ça les programmes, de changer les contenus, de changer ce qu'on enseigne vraiment, la manière de se rapporter au monde, la manière de se relier entre nous, entre humains, et avec les autres humains, forcément, on ne peut pas faire l'économie d'une vraie réflexion aussi sur les démarches pédagogiques et sur la manière dont tous ces contenus vont être également mobilisés et apportés aux jeunes. C'est pour ça que, par exemple, il faut de plus en plus travailler sur l'idée de faire appel à d'autres rationalités, à d'autres manières de raisonner et de prendre en compte, par exemple, des choses qui sont souvent tenues à l'écart, justement, des concepts académiques, tels que les émotions, ou ce que l'on ressent.
On ne peut pas complètement faire l'impasse sur l'idée que le changement climatique crée une certaine atmosphère extrêmement anxiogène, qui couplée aux crises que l'on connaît aujourd'hui, voilà, peut être extrêmement, douloureuse à vivre pour tout le monde, pour tous les étudiants. Et donc on ne peut pas, si vous voulez, parler de ces enjeux, on ne peut pas parler de transition écologique si on ne prend pas en compte cet aspect émotionnel fort, au risque de s'enfermer dans une forme de déni ou en tout cas de rejet absolu de tout ce qui touche autour du changement climatique. Et pour ça, voilà, l'université est un lieu, les écoles sont des lieux où on va expérimenter des pratiques, où on va mettre en cohérence, ce que l'on fait avec ce que l'on enseigne et où l'on va construire des vraies communautés d'apprentissage où finalement, certes, il y aura un enseignement dispensé par un corps professoral ou par des apprenants, des voilà, comment dire? Des intervenants, mais où quelque part la démarche d'apprentissage sera également effectuée par les jeunes eux-mêmes, entre eux. Et ça fait vraiment partie d'une forme de transition où un enseignement dit classique, hein, très vertical, très hiérarchique, doit peut-être se maintenir dans une certaine mesure, mais également être accompagné de vraies démarches où là, on multiplie justement, on élargit la communauté d'apprentissage à l'ensemble du corps enseignant et étudiant. Et ça, forcément, ça se travaille. C'est quelque chose qui est long à mettre en place, qui n'est pas immédiat et qui demande beaucoup, beaucoup de temps, d'expérimentation. Et bon, on verra dans la suite de la discussion que ces initiatives existent, hein, et sont faites. Mais en tout cas, ce sur quoi je voudrais vraiment insister, hein, c'est sur l'idée que cette transition écologique, elle nécessite de former autrement. Et elle nécessite de former autrement parce qu'elle nécessite une énorme mise en cohérence. On ne peut vraiment pas enseigner, délivrer un contenu quel qu'il soit, sans que la manière d'enseigner elle-même soit cohérente avec ce qui est enseigné. On ne peut pas d'un côté appeler au changement des mentalités, des structures de consommation, voilà, de commerce, etc., si on ne met pas cela en œuvre dans les campus ou dans les lieux d'institution. On ne peut pas insister sur l'empreinte carbone, le coût écologique en eau, en énergie de l'élevage, par exemple, de l'élevage intensif, de l'élevage de viande bovine, et ensuite servir des centaines de steaks à la cantine. Quelque part, il y a un problème. Donc il faut être logique, il faut être cohérent entre ce qu'on dit et ce que l'on fait, et c'est pour ça que la transition écologique nécessite vraiment de repenser les formations. Et dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu proposerais pour répondre à la demande croissante du monde étudiant, de voir davantage pris en compte les enjeux écologiques dans l'enseignement supérieur? Alors concrètement, c'est vrai qu'on voit depuis quelques années, et notamment en France, une vraie demande, hein, du monde étudiant de justement de voir les choses changer, de voir les choses bouger. Je pense notamment au manifeste pour un réveil étudiant, au manifeste pour un réveil écologique, pardon, il y a 2 ans, qui appelait véritablement à changer les structures d'enseignement, mais aussi les structures d'emploi, hein, pour ne pas simplement, former, les jeunes à un emploi, mais aussi les structures ensuite d'embauche soient adaptées à tout ça. Il y a une vraie demande, du monde étudiant pour travailler, oui, pour apprendre à travailler, oui, mais d'une belle manière, hein. Il y a une forme d'exigence de travail pour le bien commun qui est de plus en plus reconnue aujourd'hui et là encore, cela exige beaucoup, beaucoup de cohérence. Je pense aussi au rapport du Shift Project, de l'an dernier, je crois, ou il y a 1 an et demi, qui évaluait un petit peu, voilà, qui a fait un peu une étude assez large, hein, sur une centaine d'établissements d'enseignement supérieur pour voir un peu justement où on en était en termes de transition écologique, en termes de choix faits par les établissements, en termes de choix faits dans les programmes, dans les techniques, dans les méthodes. Et on voyait que voilà, déjà en France, il y avait, on ne part pas de rien. On ne part pas de rien, il y a des choses qui sont faites. Il y a pas mal d'initiatives qui sont menées pour que justement, bah, d'un côté, on va essayer que les infrastructures elles-mêmes soient plus vertes, soient plus responsables, soient plus soutenables. Il y a des choses qui sont faites, que ce soit à Sciences Po ou ailleurs. Il y a aussi des réflexions sur le contenu des programmes et vous allez voir voilà, des masters ou des licences en développement durable ou en écologie ou en transition écologique qui vont petit à petit fleurir. Et l'idée, justement, c'est que ces outils finalement pédagogiques, ces outils de formation, soient maintenus, soient étendus, et qu'en fait, quelque part, la transition écologique ne soit pas simplement l'affaire d'une niche ou de quelques heureux chanceux qui pourraient prendre une option ou un module au cours de la formation. Et donc, voilà, je fais des études d'économie et au passage, je fais le choix d'une option d'écologie dans mon parcours. L'idée, c'est de sortir un petit peu de cet aspect de niche pour aller vers quelque chose de beaucoup plus étendu, de manière à ce que tous les étudiants, quel que soit leur parcours, quel que soit leur niveau d'études, quelle que soit leur filière, leur formation, qu'ils soient dans le professionnel, qu'ils soient dans la recherche, qu'ils soient
voilà, dans des études d'ingénieur, de commerce, que tous ces étudiants, à un moment ou à un autre, soient confrontés à au moins un module ou à une étape de leur parcours sur l'écologie, à la fois en termes de connaissances de base à maîtriser sur le changement climatique, voilà, concrètement comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce que l'effet de serre, on pourrait dire c'est la base, mais c'est loin d'être maîtrisé par tout le monde, et en conséquence, quelles sont les actions qu'on peut mener individuellement et collectivement pour répondre à ces enjeux. Et l'idée, c'est quelque part de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, voilà, de limiter les mailles du filet entre lesquelles les étudiants pourraient se glisser et du coup échapper un petit peu à ces enjeux. Donc vraiment, hein, pour répondre, je pense que pour répondre à la demande croissante des étudiants, c'est vraiment que tous les corps enseignants, voilà, toutes les institutions, quel que soit leur niveau, intègrent justement ces enjeux de formation à un moment ou à un autre. Et qu'il n'y ait pas, que l'écologie ne soit pas cantonnée à quelques chanceux, à quelques privilégiés, mais vraiment que ce soit très très large. Et pour vous donner un exemple, hein, il y a une école qui s'est créée près de Toulouse, qui est justement l'école de la seconde chance, je crois, qui cherche en fait à créer des projets de reconversion pour des jeunes en difficulté, notamment au collège, qui se retrouvent un petit peu sortis du système scolaire, sans diplôme, ou en tout cas en très grande difficulté, en très grande précarité. Et l'idée de cette école est de les former au métier de demain, donc de les former aux enjeux, voilà, qu'est-ce que la plomberie, on va dire, d'un point de vue écologique, qu'est-ce que les métiers de l'énergie, qu'est-ce que tous ces métiers, y compris très manuels, y compris très pratiques pour demain, de manière à ce que chacun, quelque part, puisse avoir un rôle à jouer à son échelle, à son niveau, et que ce ne soit pas, là encore, cantonné à quelques privilégiés. Très bien, merci. Je comprends que le rôle des enseignants est important pour répondre aux défis de la transition écologique. Comment faut-il les former à l'éco-responsabilité et à l'innovation pédagogique pour être plus efficaces et plus à même de répondre aux défis? Alors effectivement, c'est une bonne question parce que souvent, on attend, notamment dans le milieu un petit peu écologique, on constate une très forte appétence de tous les gens concernés à se former un peu par eux-mêmes. Hein, vous avez énormément de sites internet, de blogs, de vidéos, voilà, de contenus plus ou moins dits alternatifs qui vont en fait mettre l'accent sur les questions écologiques. Mais ça reste encore une fois quelque chose un petit peu de niche ou de très, très sectorisé qui n'a pas l'audience ou qui n'a pas la diffusion qu'aurait un contenu qui passe par les contenus académiques, par les canaux académiques traditionnels, et qui du coup est un petit peu cornerisé dans son coin. Et en fait, souvent, on oppose un peu ces contenus-là, alternatifs et prétendument plus écologiques, à ce que délivre voilà, l'enseignement, l'institution scolaire traditionnelle, un peu plus mainstream, un peu plus passéiste, plus classique. Et l'idée, c'est justement d'intégrer finalement ces premiers savoirs dans les seconds, sans brusquer justement les enseignants et les formateurs. On ne peut pas partir du principe qu'il faut comment dire, former les enseignants ou former les formateurs si on ne prend pas la peine de s'interroger sur les raisons, sur la manière de susciter une adhésion de leur part également, et de faire naître chez eux les mêmes demandes que dans le monde étudiant. Sinon, on va se heurter à un problème générationnel où on aurait, pour caricaturer, les jeunes conscientisés versus les formateurs plus âgés, plus éloignés de ces problématiques. Donc, il faut absolument éviter en fait, d'avoir ce schisme. Et pour ça, il faut vraiment voir comment on peut travailler ensemble pour organiser par des formations, par des séminaires, par des conférences, un peu des outils de sensibilisation communs qui vont mettre quelque part tout le monde un petit peu sur le même palier. Donc on n'oppasse pas les gens entre eux. Et c'est un petit peu quelque part le but du manuel de la grande transition, qui est un manuel qui a été rédigé par un collectif de 80 enseignants-chercheurs, piloté donc par un groupe de 4 enseignants-chercheurs eux-mêmes. Donc il y avait Cécile Renoir, Rémi Beau, Christian Koenig et Christophe Goupil, qui cherchaient justement à fournir les bases. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler dans un webinaire ou une conférence précédente, mais je le rappelle juste brièvement, à fournir les bases justement de ce que seraient les contenus académiques pour une transition écologique, accessible à tous, là encore une fois. Et ce manuel, il se veut destiné aussi bien aux étudiants, donc aux jeunes qui souhaiteraient quelque part lire ce livre par eux-mêmes et s'approprier les contenus, aussi bien par les étudiants que par les enseignants, hein, en fonction de leur discipline. Et ce manuel donc, forme un peu un socle commun à toutes ces disciplines. Et l'idée est ensuite de le compléter par des petits ouvrages beaucoup plus courts, vraiment axés sur une thématique, une discipline très précise, par exemple les sciences économiques et de gestion, les arts et la littérature, la vie, la pédagogie des campus en général. En tout cas, pour créer vraiment voilà, la biologie, la science du vivant, l'architecture, toutes disciplines qui peuvent être appropriées individuellement par les enseignants pour que chacun puisse s'en servir pour quelque part
un peu s'auto-former aussi et creuser son propre sillon. Voir comment on peut s'approprier ces contenus, les faire siens, les apprécier et aller plus loin pour vraiment appréhender les choses de manière personnelle et pas donner l'impression que ce sont de nouveau des contenus qui sont imposés d'en haut et qui sont imposés aux enseignants au risque de créer une forme de rejet, en fait. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut créer ce réseau d'enseignants, ce réseau d'acteurs, de formateurs qui pourraient ensuite essaimer et eux-mêmes former d'autres personnes. Et là, donc dans le postdoc que je rejoins à Georgetown, donc aux États-Unis, l'idée est d'initier un petit peu ce genre de réseau d'intervenants, ce pool de formateurs, de la même manière que ce que là s'est créé au campus de la transition, pour créer un réseau de personnes qui elles-mêmes pourront former et intervenir dans les lieux, que ce soit dans leur lieu de rattachement, dans l'université, dans le monde académique, ou bien dans des collèges, dans des lycées, dans d'autres structures professionnelles au sens large. Très bien, merci. On a parlé des enseignants, on a parlé des étudiants et quid de l'impact écologique des formations? Comment le prendre en compte? Qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que tu as une expérience dans ce domaine? Alors effectivement, quand on parle d'impact écologique, on peut l'entendre un petit peu de différentes manières. Je dirais à la fois d'une manière très matérielle, concrètement, comment en fait, la formation ou les lieux de savoir tels que les universités, les écoles, vont avoir un impact matériel sur le climat, sur l'écologie. Et donc là, finalement, j'ai envie de dire, c'est presque le plus facile parce que c'est matériel, c'est technique. Il va s'agir de réduire, par exemple, l'empreinte carbone du fonctionnement des lieux et donc déjà de limiter un petit peu en termes d'infrastructure tout ce qui serait très, très énergivore, tout ce qui serait très, peut-être de gérer un petit peu mieux l'énergie, le chauffage, toute cette consommation de choses très, très énergivores. Par exemple, éteindre, vous avez peut-être le souvenir comme moi, hein, de salles remplies d'ordinateurs qui en fait ne sont jamais éteints, mais qui sont toujours soit en veille, soit en pause. C'est extrêmement énergivore. Déjà, commencer par éteindre tout ça à la fin de la journée, ça pourrait être une bonne idée. Donc, ça part de gestes très, très simples comme ceci à des réflexions plus structurelles sur, au fond, qu'est-ce qu'on veut, quel message veut-on faire passer de la part de l'école. Et là, je prends l'exemple des trajets, notamment des voyages, et en particulier des voyages en avion. On sait que souvent, on incite beaucoup, beaucoup les jeunes à aller faire des séjours plus ou moins longs à l'étranger pour leur carrière, que ce soit des séjours de recherche, que ce soit des stages, que ce soit des périodes un petit peu immersives. Et des fois, ça conduit quand même à multiplier les modes de transport sur des durées très, très courtes pour un bilan qui est peut-être pas forcément indispensable. Donc là encore, il faut vraiment réfléchir. En fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre l'avion, je ne dis pas qu'il ne faut pas voyager, mais encore faut-il se poser la question de la légitimité et de la nécessité de certains trajets. Et notamment dans la recherche, on peut vraiment questionner le fait que la participation à de très nombreuses conférences aux quatre coins du monde soit une forme d'étape incontournable pour se construire une carrière professionnelle et académique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de quadriller le monde en avion pendant des années pour avoir une légitimité académique? C'est quand même quelque chose qui peut être un petit peu questionné. Et c'est une manière très simple en fait de réduire l'impact des formations. Là, je parle des jeunes, je parle aussi des enseignants hein, qui sont eux-mêmes appelés à voyager beaucoup. Peut-être que là, c'est une manière de questionner un petit peu ce genre de pratique. De la même manière, au sein de l'université, bon là j'ai pris l'exemple des transports, mais on peut parler de tout en fait, des locaux, des infrastructures, les économies d'eau, les techniques de recyclage, privilégier si possible des cantines végétariennes quand c'est possible, ou au moins offrir le choix d'avoir une alimentation végétarienne, locale, avec des partenariats avec des maraîchers locaux par exemple, petit teaser pour la suite. De même pour les transports, comment on va privilégier le covoiturage, des techniques en tout cas de transport en commun. Dans le cas où les campus ou les lieux de formation sont assez éloignés des centres-villes, voir comment on peut recréer tout un écosystème autour de ces lieux-là pour minimiser en tout cas les transports et également le temps et la fatigue attenante autour de tout ça. Donc voilà autant de pistes hein, pour réduire un petit peu l'impact matériel. On peut ne pas oublier également l'aspect financier, notamment les investissements. Les universités qui investissent, qui placent des fonds d'investissement dans des structures à fort impact en termes d'énergie fossile, par exemple, est très, très questionnable. On peut également questionner le fait que des acteurs comme Total ou même des banques privées
subventionnent des formations académiques. Est-ce vraiment leur rôle? Et on a vu, hein, notamment à ce sujet, une mobilisation étudiante assez forte contre une licence justement mobilisée, enfin, en tout cas financée par un de ces acteurs sur le plateau de Saclay. Donc ça, c'est tout le côté très matériel de l'impact des formations. Et après, mais ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit déjà, hein, sur l'impact plus philosophique et politique que l'on veut donner, et comment le lieu de l'université, de l'école, est aussi un lieu de recréation d'un lien social qui va être fragilisé, qui va être marginalisé, et qui va exclure des acteurs plutôt que de les inclure. Hein, comment, au fond, ces lieux-là vont aider à redonner confiance et à se dire qu'on est plusieurs à vivre cette transition, on est plus fort ensemble, transition personnelle, professionnelle, étudiante. Il y a des collectifs qui s'en saisissent, et pour ça, il faut, voilà, faut vraiment travailler ensemble et recréer cette confiance et ce lien, autrement très, très fragilisé. Bien, merci Emeline. Pour compléter, toutes tes réponses, peux-tu nous présenter une démarche de formation innovante incarnée par le campus de la transition, que tu connais très bien? Alors effectivement, je connais un petit peu, j'y ai passé quelques années. Le campus de la transition, donc c'est un lieu, hein, qui est situé en Seine-et-Marne, à 1 heure en train de Paris à peu près. Et c'est un lieu qui se veut, donc qui a été acquis par l'association dite Campus de la Transition en 2018, au printemps 2018. Et l'idée est d'en faire un laboratoire d'expérimentation à la transition écologique et sociale dans le milieu universitaire, dans le milieu de l'enseignement supérieur en France en général. Et l'idée, c'est donc d'accueillir des jeunes et des groupes sur quelques jours ou quelques semaines, en fonction de la formation choisie, pour justement leur faire expérimenter, pour leur faire vivre cette démarche globale de mise en cohérence des modes de vie individuels avec les enjeux collectifs que l'on peut observer par ailleurs. Et donc l'idée, c'est vraiment, pendant le temps où ils sont accueillis sur site, de vraiment les inviter à faire l'expérience d'une vie peut-être sobre à leurs yeux, mais en tout cas heureuse, et une vie qui va justement, voilà, expérimenter des choses. D'un point de vue alimentaire, la cuisine est végétarienne par exemple, mais vous aurez jamais 2 fois le même repas dans la semaine, parce qu'à chaque fois, voilà, on est achalandé en légumes par des maraîchers locaux, et on essaye vraiment de faire preuve de créativité quelque part aussi, en jouant sur les saveurs, en jouant sur les goûts, sur les textures, avec plein d'aliments peut-être assez différents aussi. Moi, personnellement, il y a des choses que je ne savais pas du tout cuisiner avant d'arriver, que j'ai appris à faire un petit peu, ou à travailler sur place. Et forcément, ça ouvre l'horizon. Et ça nous fait dire qu'on peut être végétarien, être très heureux, en très bonne santé, sans pour autant manger que des carottes toute la journée. Donc, il y a vraiment moyen de, si vous voulez, de découvrir autre chose, et pour ça, de bousculer un peu nos habitudes. Donc ça, c'est, voilà, une forme de sobriété qui, en tout cas, n'a jamais été vécue comme une catastrophe, malgré les nombreux accueils qu'on a pu faire depuis 3 ans. Et ça rejoint un peu, hein, quelque part ce qui est au cœur du projet, qui est d'avoir un lieu ou un projet, on va dire, radical, donc qui cherche vraiment à aller à la racine des enjeux, à questionner à la racine nos modes de vie, nos modes de consommation. Donc radical, certes, mais non marginal. On ne veut pas, comment dire, perdre l'ancrage dans les institutions, dans un mode de vie collectif au sens large, qui est absolument indispensable pour cette transition. Et c'est pour ça que pendant les formations, on met beaucoup l'accent sur l'idée d'être des acteurs du changement, chacun à son échelle. Et pour ça, ça implique vraiment, comment dire, un engagement dans les institutions, dans des groupes de projets, dans des collectifs, et au contraire, et surtout pas un repli sur soi, qui est parfois un petit peu la tendance ou la pente que peuvent avoir certains, voilà, un certain activisme écologique trop radical pour le coup, qui conduit à un repli sur soi et une forme d'autarcie volontaire qui nous inscrit en rupture du reste du monde, et qui du coup n'est pas du tout acceptable et compréhensible du reste de la société. Donc là, l'idée, c'est de rester au contraire très intégré. Donc c'est pour ça qu'on fait venir beaucoup d'acteurs locaux, des services publics, des institutions, de la recherche, du monde politique, dans nos formations, pour les inviter à témoigner auprès des jeunes de ce qu'ils perçoivent. Et ça, voilà, ça donne vraiment confiance à tout le monde. On se dit, ok, j'ai un rôle à jouer, malgré mon âge, malgré ma formation, qui est peut-être encore un peu jeune, encore un peu précaire ou précoce, mais j'ai un rôle à jouer. Et ça, si vous voulez, voilà, cet ensemble de formations, de démarches, elle s'inscrit dans une démarche très holistique, qui est de prendre en compte la personne, sans Emmanuel Mounier, la personne dans son entièreté. On n'est pas juste des cerveaux en roue libre, on est des gens avec un esprit, avec un cœur, avec des sentiments, avec des émotions, avec un corps. Et donc tout ça, en fait, il faut aussi arriver à le mettre en démarche, si j'ose dire. Et les formations sont là pour inciter les jeunes
aussi à se mettre les mains dans la terre quelque part. Voilà, on va faire un peu de jardin, on va faire de la cuisine. On participe aux tâches communes, collectives, quotidiennes pour voilà, donner le sentiment et pour vraiment aider à se mettre à l'étrier dans toutes les dimensions de la personne. Et pas juste être uniquement dans le cérébral, uniquement dans le voilà, je réfléchis, mais aussi j'éprouve et je mets des mots sur ce que j'éprouve. Et forcément, quand on le fait collectivement, ça aide à dépasser quelque part des appréhensions qu'on peut assez légitimement éprouver dans un contexte assez tendu. Donc vraiment, hein, pour résumer en un mot, la démarche du campus, c'est vraiment d'être très très cohérent, à la fois dans les contenus qu'on propose, dans la manière de le faire, dans les personnes qu'on invite, et dans la création vraiment d'un vrai collectif et d'une vraie communauté d'apprentissage sur le site et au-delà. Belle expérience. Merci beaucoup, Emeline, pour avoir répondu à ces quelques questions sur, la formation en puisant dans ton expérience. Et du coup, nous allons passer maintenant à un échange avec Arthur. Arthur, tu vas nous expliquer la démarche personnelle qui t'a conduit à te reconvertir du métier d'ingénieur au métier de maraîcher. Alors pour commencer, Arthur, peux-tu nous dire d'où tu viens? Oui, oui, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, génial. Et merci beaucoup Marie pour l'organisation professionnelle de ce webinaire. Alors pour me présenter rapidement, j'ai 31 ans, je suis marié avec Blandine, je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé quelques années à Marseille dans un petit bureau d'études qui s'appelait Trafalgar, qui fait toujours de la modélisation de trafic routier et ferroviaire. C'est pas l'objet de la conférence ce soir, même si ça m'a passionné pendant quelques années. Et depuis quelques années, j'ai pensé à une réorientation professionnelle. Et actuellement, j'habite à Forges, juste à côté, là, à 250 mètres à peu près du campus. Et Émile, quand elle a présenté le campus, elle a focalisé sur que le campus est un lieu de formation pour les professionnels et pour les étudiants. Et, euh, et en fait, le campus est aussi un lieu de recherche, Émile en a rapidement parlé, et c'est aussi un écolieu. Donc il y a un certain nombre de personnes qui vivent sur place. Actuellement, il y en a une trentaine. Émile fait partie de ce qu'on appelle la communauté. Donc c'est les gens qui habitent pour pour plus d'un an, qui prennent l'engagement pour plus d'un an pour vivre sur place. Et avec ma femme, on habite dans une maison qui est juste à côté du campus, donc on ne fait pas partie des 30 qui vivent actuellement sur place. Mais on est forcément assez proches, quoi. On est jeunes ensemble, etc. Professionnellement, actuellement, je suis maraîcher et éleveur de poules pondeuses. Donc, on a une parcelle d'un peu plus d'un hectare qui est sur la commune de Forges, donc toujours à côté du campus, mais complètement indépendant de cet assaut. Et puis, je suis aussi professeur. J'interviens de temps en temps au campus sur les questions de frontières planétaires et de réchauffement climatique. Et puis, dans une école de commerce aussi, sur ces mêmes sujets. Merci. Dis-moi, quel a été le déclic qui t'a poussé à devenir maraîcher? Oui, c'est ça, ouais, parce qu'effectivement, c'était pas exactement ce que je m'imaginais. Enfin, si je m'étais dit il y a 10 ans, qu'est-ce que tu feras dans une décennie, c'est clair que je n'aurais pas été capable de m'imaginer là où je suis à vous parler. Il y a un peu plus de 10 ans, il y a une sensibilité sociale assez forte, mais vraiment pas écolo. Vraiment, l'écologie, pour moi, c'était pas un sujet. Même pour moi, c'était un peu les gens farfelus, pas sérieux, qui s'en occupaient. Je me souviens assez précisément d'une élection européenne, où j'ai une cousine qui m'avait dit qu'elle avait voté Europe Écologie Les Verts, ou Les Verts à l'époque, je pense que ça s'appelait comme ça. Et j'étais rentré dans une colère noire parce que je trouvais que c'était pas normal de voter pour ce genre de parti parce que c'était des gens pas sérieux qui s'occupaient de choses un peu pas très essentielles. Et j'ai rencontré Blandine il y a quelques années et c'est vrai qu'avec sa sensibilité beaucoup plus proche de la nature, ça m'a fait poser quelques questions sur l'écologie. Et un peu avant notre mariage, elle m'a proposé qu'on aille sur les chemins de Saint-Jacques. Et on est parti 6 mois après notre mariage. J'avais demandé donc dans ce fameux bureau d'études 2 mois sans solde au moment de mon entretien d'embauche. Et donc cette demande avait été, à ma grande surprise, acceptée. J'avais même, pendant l'entretien d'embauche, répété la question, à savoir est-ce que je peux avoir 2 mois sans solde 6 mois après mon embauche. Parce que quand je m'avais dit oui la première fois, je n'étais pas bien sûr qu'ils aient compris la question. Et ils m'ont coupé et ils m'ont dit on aime bien les gens qui ont des projets, qui ont des envies. Et donc c'est OK pour nous.
Et en fait, sur le chemin de Saint-Jacques, j'ai vraiment vécu une conversion écologique assez forte. Je pense que le chemin de Saint-Jacques, c'est une expérience, nous, elle a duré un peu plus de 2 mois, de marche, où l'expérience se vit dans tout corps, passe dans les pieds, y compris dans les ampoules. On fait des très, très belles rencontres. C'est un peu un mode de vie accéléré. On a rencontré des gens de milieux et d'origines différentes, de manière assez impressionnante. Et puis, il y a la rencontre avec l'immersion dans la nature et une nature vraiment très belle, surtout en France où on rencontre très très peu de villes. Peut-être la plus grande, c'est Figeac, c'est dire, donc c'est comme des toutes petites villes. Et ça, vraiment, moi, ça m'a complètement chamboulé dans mon rapport à la nature, mon rapport à la création. Je donne souvent l'exemple que quand vous êtes dans une ville sans carte bancaire, en fait, vous pouvez pas faire grand-chose quand même. Peut-être sourire aux passants, mais qui vous regardent de manière bizarre. Et sans carte bancaire, vous faites pas grand-chose. Il n'y a pas trop de services que vous pouvez vous offrir. Sur le chemin de Saint-Jacques, c'est autre chose. C'est plutôt, c'est pas pour exagérer de dire que c'est exactement l'inverse, mais quand même. Et au contraire, on se salue. Tous les gens qu'on rencontre, on se salue. Et ça, ça donne une vraie fraternité et ça donne voilà, ça permet d'expérimenter qu'un autre monde est possible. Et ça a complètement changé ma manière de voir l'écologie. Et à partir de ce moment-là, et des discussions avec certaines personnes, j'ai vraiment compris que l'écologie, c'était quelque chose de sérieux. Et depuis, j'ai même approfondi mes recherches. Et pour moi, voilà, l'écologie, c'est la chose des gens sérieux. Quand on est sérieux, on s'occupe de l'écologie. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien définir l'écologie comme la science des conditions d'existence. Et quand on est quand même quelqu'un de sérieux, on s'occupe de ce qui nous soutient dans notre existence de tous les jours. Voilà. Alors, il y a une question qui me pose, est-ce que vous étiez parti sur le chemin de Saint-Jacques sans carte bancaire? Ouais, je vois. Sans téléphone. Mais alors oui, de fait, on a essayé, et puis finalement, ça a duré à 10 jours. Et puis on s'est rendu compte que on voulait partir en mendiant, effectivement. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas exactement adapté sur ce chemin, à cette période pour nous. Et donc on a changé notre fusil d'épaule en cours de route. Voilà. Bien, Arthur, qu'est-ce qui t'a aidé dans la recherche de ton nouveau métier? Oui, parce qu'effectivement, ce déclic écologique, il a induit une grosse une tension très forte entre le métier que je faisais et les convictions écologiques qui est naissante et qui est en train de s'affermir. Et, euh, et donc, je me suis dit, j'ai envie de. Enfin, l'attention est trop grande et probablement qu'elle va me faire éclater un de ces quatre. Donc, il est temps que je réfléchisse à une réorientation professionnelle. Et donc, en fait, depuis le départ, j'ai demandé un temps partiel. Et donc, je travaillais bénévolement le vendredi, non pas pour mon bureau d'études, mais dans un jardin, dans une association dans un quartier nord de Marseille. Et donc, me frotter au jardinage, ça m'a un peu confirmé dans le fait que c'était vraiment ça enfin, c'était une activité qui me plaisait. Et que j'avais un peu peur du romantisme du maraîcher, enfin de l'urbain, comme un peu Jean Florette qui veut aller à la campagne pour un peu voir les oiseaux et les plantes des champs, mais qui n'a pas bien compris la rudesse du métier. Et donc c'est pour ça qu'avec ce temps partiel, plus des temps de stage assez longs chez différents maraîchers, j'ai pu approfondir ça et me rendre compte que c'était vraiment ça que je voulais. Et puis j'ai pas mal passé de temps à faire des visites de ferme, voilà, de rencontrer pas mal d'agriculteurs différents, et puis pas mal de lectures, puis de vidéos. Enfin voilà, sur YouTube, il y a en langue française et anglaise une mine de ressources assez incroyable sur des marchés qui documentent la manière de travailler. Et comme c'est un métier assez complexe, même je trouve même beaucoup plus complexe que le métier que j'avais avant dans un bureau d'études, en tant que centralien bien comme il faut, et ben en fait, il y a tout un monde, tout un paradigme agricole à acquérir que je n'avais pas parce que je ne suis pas issu du monde agricole. Et donc ces lectures, voilà, cette documentation m'a permis de me rendre compte de la complexité de ce métier et de pouvoir y rentrer un peu plus simplement. Peux-tu nous dire maintenant comment ton métier est inséré dans les enjeux écologiques? Ouais, pour moi, ça c'est très, très important, hem, parce que, effectivement, suite à ce chemin sur Saint-Jacques, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques petits problèmes écologiques. Je pense au réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, notre dépendance au pétrole et aux puits pétroliers, ou passés ou à venir. Et je me suis dit, si je change de métier, il faut vraiment que ça soit intégré, à ces enjeux-là. Donc, et donc, on a avec Blandine, on a vraiment réfléchi à ce que nos pratiques,
agricole arrive à être le plus en phase avec ces enjeux écologiques, même si évidemment, comme on est inséré dans un tissu privé concurrentiel classique, eh ben, on ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire, ou exactement comme on aimerait faire. Par exemple, donc, pour le réchauffement climatique, ça passe par le stockage de carbone dans les sols. Ça, c'est assez important parce qu'avec le travail du sol, toute chose étant égale par ailleurs, on déstocke du carbone qui est enfoui dans le sol et on l'oxyde et il se transforme en CO2 dans l'atmosphère. Et donc, en apportant de la matière organique sur le sol, on arrive à augmenter la fertilité du sol. Ça, c'est très intéressant c'est un co-bénéfice pour l'agriculteur, mais surtout, on stocke du carbone à long terme dans le sol. Et ça, donc, on participe à la lutte contre le réchauffement climatique de cette manière. Euh, pour la biodiversité, donc là, il y a un effondrement dramatique et en accélération de la biodiversité dans le monde et en France. Et donc, ce que nous, on fait sur notre hectare, par exemple, là, c'est que cet hiver, on a planté 300 mètres linéaires de haies, donc tout autour de notre parcelle. On a planté plus de 700 arbres pour justement créer des habitats différentes juste d'une prairie pour augmenter la biodiversité. Ça passe aussi par le non-travail du sol pour respecter par exemple les vers de terre. Mais clairement, cette recherche de biodiversité, elle va pas. Enfin, on évite l'angélisme et par exemple, on a des ratopiers, des campagnols sur notre parcelle. Là, je vous garantis qu'il n'y a aucune pitié pour ces ravageurs qui nous bousillent nos cultures. Donc, c'est une recherche de biodiversité, mais non plus pas sans angélisme. Et puis, le dernier enjeu qui me tient vraiment à cœur, c'est les questions de pétrole. Peut-être que vous savez que le pic de pétrole conventionnel a été passé il y a un peu plus de 10 ans et que le pic tout pétrole, il est soit passé, soit en vue, on verra. Enfin, c'est assez compliqué d'avoir des informations fiables dans le domaine, mais c'est quand même un énorme enjeu et l'agriculture en particulier, mais toutes les activités humaines sont fortes, enfin, quasiment toutes les activités humaines sont très fortement dépendantes de cette énergie absolument géniale, mais malheureusement aussi polluante, parce qu'elle maîtrise de CO2. Et donc, il y a quand même un énorme enjeu à savoir, c'est jusqu'à quel point est-on capable de produire de la nourriture sans utiliser de pétrole. Nous, on a la conviction que pour le maraîchage, à notre échelle, c'est faisable, en tout cas pour ce qui se passe sur le champ. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Donc, il n'y a pas de machine mécanique, on ne possède pas de tracteur, par exemple, et on cultive à la main. Néanmoins, pour certaines choses, par exemple, on a importé plus de 150 tonnes de matière organique, donc de compost et autres. Ça a été amené par des semi-remorques et c'est un énorme tracteur qui nous l'a étendu parce que si on y aurait passé des mois et des mois. Bon, il y a un puits. Et ben, le puits, on l'a construit on l'a fait avec une pelle et pas avec la main. Tout ça aurait été possible avec notre huile de coude, mais dans un univers concurrentiel, c'est pas raisonnable de le faire à la main et sans se casser le dos aussi. Donc, il y a des arbitrages à faire et puis aussi parce que c'est, je disais, pour construire un puits et par exemple apporter de la matière organique, c'est un investissement qu'on fait sur le très très long terme et donc ça c'est légitime d'utiliser des énergies fossiles pour ce genre d'investissement, quoi. Donc c'est de cette manière que j'essaie de trouver du sens dans mon travail en essayant d'intégrer tous ces grands enjeux écologiques dans ma manière de faire et d'exercer l'agriculture. Et dis-moi Arthur, quelles adaptations aux enjeux écologiques sont nécessaires selon toi pour les formations actuelles et notamment pour les formations d'ingénieurs? Ouais, alors je vois qu'en plus j'ai assez parlé, donc il me reste pas beaucoup de temps. C'est vrai que moi à Centrale, j'ai suivi le cours transport et bâtiments durables, c'était ma spécialité en dernière année. Et en fait, ce dont je me souviens, c'est un peu la tarte à la crème des 3 patates du développement durable, à savoir le développement durable, c'est le truc au centre de l'économie, du social et de l'écologique. Et je pense que certains d'entre vous ont lu Laudato aussi, et je vous lis le numéro 194 qui, moi, m'a particulièrement marqué. Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Et ça m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que les justes milieux, juste prendre le développement durable comme un juste milieu entre l'écologie et le profit financier, par exemple, ça retarde seulement un peu l'effondrement. C'est même pas que ça l'évite, c'est que ça le retarde seulement un peu. Et je trouve assez catastrophique que, en fait, dans ma formation, la seule chose auquel je pense quand je pense écologie et ma formation, c'est les patatoïdes du développement durable. Et ça, je trouve ça, ouais, c'est vraiment gravissime
on pense à ça alors que justement, de mon vivant, je vais vivre avec des risques d'effondrement. C'est pas forcément l'Armageddon, mais c'est des choses potentiellement graves sur les décennies à venir. Et c'est vraiment important que les ingénieurs soient formés à ça. Et donc pour ça, pour répondre positivement à ces enjeux-là, je pense que en fait, disons que la formation idéale que j'aurais aimée, elle est proposée dans un rapport que le Shift Project a fait sur l'ingénieur du 21e siècle, que vous pouvez aller voir pour ceux qui veulent creuser la question. Et donc, pour le dire très brièvement, c'est l'ingénieur, il est au milieu, enfin, c'est un ingénieur citoyen qui est au milieu de ce qu'on appelle les contraintes, les frontières planétaires. Donc ça, c'est vous êtes dans une maison, il y a un plafond environnemental, c'est des contraintes physiques comme le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, avec lesquelles il faut composer et qui sont vraiment réelles. Et vous avez un plancher social, donc les minimums sociaux, qui permettent de garantir la cohésion de cette société. Et l'ingénieur est au milieu de ça. Et le Shift Project propose de développer un certain nombre de compétences que devrait avoir n'importe quel ingénieur pour naviguer entre ce plancher social et ce plafond environnemental. D'abord, il y en a, la première, c'est l'approche systémique et transdisciplinaire. Ça, c'est vraiment hyper important. Nous sommes bienvenus dans le monde fini. Et donc, il n'est pas possible de penser en silo et de penser que ce que je vais faire dans ma discipline n'aura un impact que dans ma discipline. En fait, nous sommes nous avons une telle force en tant qu'être espèce humaine que quand nous touchons à quelque chose, ça a forcément plein d'impacts et plein de répercussions. Donc là, il y a vraiment un enjeu à travailler l'approche systémique et transdisciplinaire. La deuxième compétence, je vais vite, c'est l'approche historique et prospective. Donc c'est former les étudiants ingénieurs à ce que nous sommes actuellement dans l'Anthropocène, qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène, etc. Mais c'est aussi en avoir la critique. Et on utilise dans l'Anthropocène, le thème d'Anthropocène pour dire que l'espèce humaine a un impact très fort sur son milieu. Mais pourquoi n'utiliserait-on pas le terme de poubellocène ou de capitalocène, à savoir de montrer que nous considérons notre belle planète bleue comme une poubelle, ou que en fait c'est pas l'être humain ex nihilo qui a un impact, mais plutôt l'être humain capitaliste qui a un impact sur la biosphère. Et donc développer ces points de vue critiques est vraiment très important, je pense, pour former les ingénieurs. Et enfin, une vision prospective. Je vous donne un petit exemple pour montrer la difficulté d'avoir une vision prospective. C'est qu'entre plus 1,1 degré et plus 2 degrés, les scientifiques n'arrivent pas à quantifier exactement, mais entre ces deux valeurs-là de réchauffement planétaire, il existe un seuil de bascule au-delà duquel, de manière irréversible, la calotte du Groenland va fondre de manière irréversible. Mais elle va fondre jusqu'à entièrement disparaître en 10 000 ans. Et quand elle aura entièrement fondu, le niveau des mers aura monté de 6 mètres. Donc, comment on intègre ce genre d'informations dans la décision politique? Et comment les ingénieurs travaillent à limiter les risques, à limiter les incertitudes pour essayer aussi de quantifier le risque associé à ce genre de problème. Et ça, disons que le monde réel est rempli de ces effets de non-linéarité, d'échelles très différentes entre l'action locale et l'action globale, entre des actions à court terme et à long terme. Et ça, c'est vraiment important que les ingénieurs réfléchissent là-dessus. Et la dernière, et puis je termine parce que là, sinon mon temps est écoulé, c'est réussir donc cette troisième compétence, c'est mobiliser les techniques de l'ingénieur et avoir conscience de leur non-neutralité. La non-neutralité, ça c'est un thème cher à Jacques Ellul, d'arrêter de croire que quelque chose qui est pourtant assez répandu dans les écoles d'ingénieurs, que la technique est neutre et qu'elle ne l'est pas. Mais avant cette réflexion critique, il y a quand même qu'un ingénieur reste un bon ingénieur et sache faire son travail, à savoir maîtriser une comptabilité carbone. Moi, j'ai pas du tout appris ça à l'école. Et savoir faire des analyses en cycle de vie, à savoir réussir à quantifier l'effet d'un nouveau produit à partir de sa conception jusqu'à sa poubelle. Et justement, en évitant que la poubelle existe et que justement le produit soit recyclé.
Et ça, c'est des choses absolument indispensables que moi, par exemple, je n'ai pas appris. Et donc, enfin, voilà. Et donc, justement, pour terminer, pour réfléchir à cette reconstruction écologique, les ingénieurs sont des acteurs absolument majeurs et cruciaux de ce changement, mais ils ont besoin de comprendre que nous sommes dans un système fini avec un plafond environnemental, un plancher social, et qu'à l'intérieur, ils ont besoin d'avoir ces 3 compétences dont je vous ai parlé pour réussir à naviguer et proposer quelque chose qui tienne la route à leurs concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup Arthur, merci Emeline pour cette présentation des enjeux très enrichissante. Je vais passer la parole à Bernard Rossely, qui est membre du trinôme transition écologique du MCC, pour un petit point sur les questions, un récap sur les questions. Bernard, c'est à toi. Oui, merci Marie, et merci à vous deux, Emeline et Arthur. Il faut reconnaître qu'il y a eu assez peu de questions qui ont été posées, et je pense que c'est lié au fait que vous avez d'avance répondu à beaucoup de questions de façon relativement précise et explicite. C'était très intéressant. Alors, j'aurais quand même une question pour Emeline. Qu'est-ce qui vous a attiré pour rejoindre ce campus de la transition? Et puis peut-être plus pratiquement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une sélection? Quels sont les profils des étudiants? On a parlé des ingénieurs, écoles de commerce, Sciences Po, mais est-ce qu'il y a des profils qui sont un peu plus représentés que d'autres? Quels sont leurs horizons, donc? Et alors aussi, pour compléter, comment ça se passe, une formation au campus? Quel type de formation? Est-ce qu'il n'y en a qu'une avec, comme l'a dit Arthur, une trentaine de personnes, plusieurs fois dans l'année? Ou est-ce qu'il y a d'autres types de formations plus ponctuelles et plus courtes pour d'autres profils? Voilà, donc je passe la parole à Emeline. Merci beaucoup Bernard pour ces questions. Il y aurait de quoi tenir longtemps, donc je vais essayer d'être brève pour qu'Arthur puisse également répondre ensuite. Alors dans mon cas, comment suis-je arrivée au campus? Un peu par un enchaînement de hasard. Je pense que je ne vais pas forcément m'étendre sur la question, mais en tout cas moi j'avais le désir en tant qu'étudiante et en tant que notamment que doctorante à ce moment-là en littérature comparée, j'avais le désir justement de vivre ma thèse non pas dans l'isolement, mais au contraire dans un collectif et dans un cadre là encore qui me paraissait cohérent avec ce que je cherchais. Donc je travaillais sur les questions de gouvernance écologique dans la littérature. Et pour moi, ça me paraissait très étrange de travailler sur cet objet de recherche sans être moi-même en posture d'expérimentation et de recherche. C'est pour ça que j'ai souhaité faire ma thèse au campus. Après, donc, dans le profil des étudiants que l'on accueille et sur les types de formations que l'on propose, donc effectivement, on a plusieurs... on a vraiment, on va dire, deux manières d'accueillir des jeunes. Soit ils viennent pour des formations qui sont en fait proposées par leurs écoles avec lesquelles on a un partenariat, nous, au niveau du campus. Donc, par exemple, vous avez HEC, vous avez l'ESSEC, vous avez les Mines, Sciences Po Paris, Sciences Po Rennes, qui vont dire, voilà, on a tel module de cours qu'on va quelque part déléguer au campus et on va envoyer nos étudiants pour 2, 3, 4 jours au campus. Et à nous, donc, au campus, d'organiser ce module et donc d'attribuer les crédits qui compteront ensuite dans la formation globale des étudiants. Donc, quelque part, voilà, là, c'est vraiment un partenariat direct. La formation que l'on dispense s'intègre dans le parcours des étudiants. Et donc, dans ces cas-là, on accueille entre 20 et une trentaine de personnes, grand maximum 40 personnes, sur un week-end, une petite semaine, quelques jours, tout dépend du format. Et souvent, donc, évidemment, le profil des étudiants va dépendre de l'école dans laquelle ils sont inscrits. Donc, on a eu des gens en master, on a eu des gens en licence, on a eu des formations plus transdisciplinaires, on a eu des écoles de commerce. Voilà, là, du coup, c'est vraiment directement lié à l'école à laquelle ils sont rattachés. Après, on a un deuxième type de formation qui est, pour le coup, une formation totalement construite par le campus, ou en tout cas en partenariat avec les Colibris, qui s'appelle le T-Camp, pour Transition Camp, qui a lieu donc sur 5-6 semaines au printemps. Donc cette année, on va faire un format un peu différent en raison de la pandémie, avec 2 week-ends qui auront d'abord lieu en ligne, donc 2 chez eux, et ensuite on accueillera les jeunes pour 4 à 5 semaines sur place, à Forges.
Et là, donc, on a donc enfin, tout le monde, tout est ouvert, hein, les candidatures sont ouvertes. Je crois qu'il reste quelques places d'ailleurs, mais ça commence vraiment à aller très très vite. On reçoit toutes les candidatures qu'on va examiner. Et en général, on a des profils assez. Alors évidemment, on a une majorité de jeunes qui ont un parcours d'ingénieur comme Arthur, qui ont fait une école de commerce ou de sciences politiques. On a beaucoup. Mais on a aussi des jeunes qui ont expérimenté autre chose, qui ont voyagé un peu, qui ont bougé, qui ont fait le choix des fois de prendre une année de césure ou une année hors de leur cadre habituel pour explorer d'autres manières de vie, d'autres écolieux, d'autres structures d'accueil et donc d'autres manières de vivre la transition. Et toutes ces personnes, on les accueille pour quelques semaines. Ça crée une promotion assez variée quand même. Et donc assez, en tout cas très très ouverte à beaucoup de personnes. Et je vois dans le chat passer une question sur les adultes seniors. Il fait également depuis l'automne dernier, une formation professionnelle qui est exclusivement dédiée effectivement à des adultes ou en tout cas à des personnes ayant déjà un parcours professionnel qui souhaitent compléter ce parcours par quelques modules ou par en tout cas une sensibilisation aux enjeux de la transition écologique, que ce soit sous l'angle de la finance, de la comptabilité, de l'économie, des manières de vivre, des imaginaires, de la politique. Et tout cela donc, est dispensé, là encore, donc, évidemment, on l'a fait en ligne en janvier dernier. Et une 3e édition aura lieu au début de l'été, sous un format qui est encore à définir, en fonction bien sûr de la pandémie. On espère pouvoir la rendre accessible en présentiel, mais elle aura peut-être lieu partiellement ou totalement en ligne. On attend. Encore les informations, mais si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir sur le site internet où on publie régulièrement justement les formations que l'on ouvre, donc comme ces comme ces formations professionnelles ou comme le T-Camp qui est ouvert donc à tous les jeunes intéressés, quel que soit leur âge, quelle que soit leur formation. Merci, Evelyne, pour ces précisions. Je vais maintenant poser quelques questions à Arthur, mais peut-être que sur une question, tu pourras aussi réintervenir, notamment la première qui concerne les nouveaux métiers de la transition écologique. Quels sont ces nouveaux métiers? Est-ce que parmi les étudiants du campus, il y en a qui sont partis dans des filières assez particulières, des métiers particuliers? Voilà. Et où sont, dans quel profil de métier sont partis, se sont engagés les étudiants? Je suppose qu'ils ne sont pas tous maraîchers, agriculteurs ou éleveurs. Est-ce qu'ils sont repartis dans une vie professionnelle traditionnelle, mais avec une vision totalement différente, ou est-ce qu'ils sont tous partis vers des métiers et des entreprises très particulières? Voilà, après, je poserai 2 questions plus spécifiques et un peu plus pointues, mais pour avoir des précisions, je les poserai à Arthur. Oui, alors, en fait, je suis convaincu qu'un très grand nombre des métiers qui sont exercés maintenant peuvent être profondément inscrits et tout à fait compatibles avec une certaine reconversion écologique. Je m'explique. Le métier que je faisais avant, donc faire de la modélisation de trafic routier et ferroviaire, est absolument indispensable, à mon sens, dans une réflexion de long terme sur comment peut-on satisfaire les besoins absolument légitimes de la population de mobilité, tout en tenant compte, de la pollution en CO2 et la disponibilité décroissante du pétrole dans les années, décennies à venir. Et dans cette question-là, appelle des techniciens, des bons techniciens qui sont capables d'optimiser sous contrainte et donc d'optimiser le pétrole qu'on peut encore brûler pour continuer à bouger en France. Et donc, mais le problème, c'est qu'actuellement, pour dire les choses assez trivialement, moi, je n'ai jamais vu un seul appel d'offres sur cette question-là, en fait. Et donc, j'étais beaucoup trop impatient et j'ai pas réussi à attendre que les gens daignent réfléchir à cette question. Et donc, voilà, j'ai fini par partir, mais il y a quand même, je suis convaincu qu'il y a un certain nombre de professions qui sont nécessaires. Et par exemple, je prends celui des médecins et des soignants en général. Ceux-là, ils sont encore nécessaires dans la transition,
néanmoins, c'est plus leur manière d'exercer leur métier, l'usage de l'avion pour ceux qui vont à des congrès, etc., qui a réinterrogé plus que changer forcément de métier. Voilà. Et pour il y avait une partie de la question qui était parmi ces jeunes, lesquels se sont réorientés. Et là, j'aurais du mal en fait, j'ai pas passé de temps avec eux, donc Émilie, peut-être toi, tu pourrais répondre. Est-ce que certains de ces jeunes qui ont passé un peu le petit camp ou les seniors qui sont passés à Actes, est-ce que certains ont changé, changé de métier? Parce que ça, j'ai moins de contact avec eux. Effectivement, alors, c'est pas toujours évident de garder un suivi très très précis de chacun individuellement, mais on a quand même eu pas mal de parcours. Beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont passés par des cabinets de conseil ensuite et qui ont vraiment essayé de changer, je pense à Carbone 4 notamment et d'autres, de faire évoluer un petit peu les pratiques à l'intérieur. Et on a aussi des exemples de jeunes qui, au contraire, ont pris ce moment de formation comme une vraie rupture et qui ont, en fait, pour lesquels c'est quelque part fait office de révélateur et de désir de vraiment changer de vie et de partir sur totalement autre chose. Certains de ces jeunes sont donc restés finalement au campus quelques semaines, voire quelques mois pour certains, et en se reconvertissant totalement. Mais je dirais que la majorité quand même ont quand même poursuivi leurs études ou le métier qu'ils étaient en train vers lequel ils cheminaient, mais dans l'idée de transformer ces métiers, ces choses de l'intérieur, de l'institution dans laquelle ils étaient, comment on fait pour ajouter des nouvelles pratiques, pour questionner les pratiques, pour ajouter des choses qui n'étaient pas présentes auparavant. Et par exemple, ça a été assez clair pour les gens de donc Actes, qui était la formation professionnelle, pour lesquels, eux, il y avait une vraie recherche de questionner leur emploi dans la structure dans laquelle ils étaient déjà inscrits. Le journalisme, architecture, etc. Il y a eu pas mal de réflexions et de transformations plutôt que de ruptures radicales. En tout cas, c'est les exemples que j'ai en tête qui me viennent à ce sujet. Merci Emeline et Arthur. Alors, deux questions plus spécifiques là pour Arthur, qui sont un peu plus pointues. Il y a Clément qui demande si tu as des livres à conseiller pour les personnes qui souhaiteraient se reconvertir dans le maraîchage. Et puis, il y a une question aussi de Jérôme qui souhaiterait savoir ce que tu enseignes en école de commerce. Merci pour ces questions. Alors, la littérature et le maraîchage, c'est un très vaste sujet. Alors, les livres, moi je dirais Jean-Martin Fortier, qui est un maraîcher québécois, je trouve que c'est un bon livre, assez pragmatique, avec un peu de travail du sol, donc j'aime pas trop cette pratique, mais très pragmatique et qui a vraiment lancé un mouvement d'agriculture de maraîchage sur petite surface, et on lui doit beaucoup. Voilà. Et un deuxième, ce serait tout ce qui tourne autour du bec et loin, de leur bouquin Vivre avec la terre et de leurs études. À lire avec précision, parce que malheureusement, il y a beaucoup de discussions, de controverses autour, et j'ai bien peur que rares sont ceux qui ont lu les études et leurs bouquins. À mon sens, ils ont vraiment ouvert une brèche et abattu un travail colossal en 15 ans. Mais voilà, comme c'est des pionniers, il y a encore énormément de travail et beaucoup de choses à suivre. Voilà, au moins ces deux bouquins. Après, si on peut être Andrew Mayford, si on adore les cerfs, un bon livre en anglais, voilà, sur les cerfs. Enfin bon, après, voilà, il y en a vraiment énormément. Mais disons que les deux grands classiques pour commencer, ce serait ça, Bec et Loin et Fortier. Et donc, bonsoir Jérôme, merci pour tes questions. On se connaît déjà un petit peu. En école de commerce, là c'est un cours, ça c'est vraiment génial. C'est donc l'EM Normandie qui a plusieurs campus. Donc moi c'est au Havre, mais il y en a aussi à Paris. Et toutes les personnes placées en L3 passent par 30 heures de formation obligatoire sur, là la question c'est comprendre le réchauffement climatique, le sujet, et agir pour la transition écologique. 30 heures de cours obligatoires. Et donc, en 30 heures, là, j'ai bien pu passer, j'espère en tout cas, quelques messages. L'interro final est dans quelques semaines, donc je vais voir ce qu'ils répondent. Mais donc là, c'était vraiment axé sur le réchauffement climatique, mais ouvert vers la fin sur les enjeux pas purement techniques et ingénieurs ou physico-chimiques de ce qui se passe dans l'atmosphère, mais tout ce qui touche à la transition socio-technique. Donc ça, c'est vraiment super. Et qu'attendons-nous pour que ça soit dans tous les cursus supérieurs en fait, et même plusieurs cours pour bien enfoncer le clou et que ça commence à rentrer dans la tête parce qu'il y a vraiment une urgence.
Alors, Jérôme m'a posé une autre question, juste au final, mais je n'ai pas compris complètement le sens de sa question, donc tu le connais. Oui, j'imagine, c'est que comme j'étais assez critique sur la formation que j'ai reçue à Centrale, il se demandait si elle avait évolué en bien dans le sens de l'écologie. Donc, je ne sais pas. J'ai eu des petits signes plutôt positifs à droite à gauche, mais je ne sais pas. Et ça serait, voilà, moi, je ne sais pas si s'ils ont vraiment intégré, par exemple, le manuel Fortes de manière structurante dans leur formation. Et alors, une dernière question que j'ai là, qui est pour Emeline plutôt, c'est Gaël qui demande, mais je pense qu'Emeline a déjà parlé un petit peu, de présenter son évolution personnelle vers la transition écologique en partant du littéraire. Bon, c'était pour faire son doctorat, mais qu'est-ce qui l'a poussé, hein? Je pense que c'est ça que Gaël veut demander. Alors oui, effectivement, peut-être que j'ai mal répondu à la question. Tu n'avais pas vu qu'il y avait une réponse sur le chat à l'instant. Voilà. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, moi, clairement, ce que mon travail de recherche, d'une part, ça m'a aussi confronté à d'autres manières de faire lien et de faire commun. Et je pense que ça a eu un impact aussi sur ma manière de vivre et de me rapporter au collectif, que ce soit au sein du campus ou au-delà. Et je pense qu'on ne peut pas, moi, je ne pouvais pas totalement distinguer ce qui se passait dans mon travail de recherche ou d'enseignement et ce que je vivais intérieurement. Pour moi, c'était vraiment très connecté et tout est lié, hein, comme on dit souvent. Et je pense que clairement, ça m'a aussi aidé à voir les choses d'un autre angle, d'une autre perspective, dans la mesure où, voilà, nous, en Europe, on voit les questions de changement climatique, de raréfaction des ressources comme des dangers à venir, des choses qui arriveront plus tard, un jour, chez nous. Dans ces littératures, quelque part africaines, c'est déjà là. C'est déjà présent et la crise, elle est déjà là. Donc, il y a déjà des stratégies d'adaptation, de réponse qui doivent être mises en œuvre. Et je trouve que la manière dont certaines sociétés doivent apprendre à gérer cette transition, c'est extrêmement riche d'enseignements pour nous aussi, en termes de mobilisation des acteurs, de stratégie politique, et aussi quelque part de maintien de la confiance et de l'espoir dans ce qu'on peut faire. C'est extrêmement utile d'être confronté à d'autres exemples de transition, qu'elles soient écologiques, politiques, sociales. Ce sont autant d'inspiration pour nous, pour moi dans mon métier, ou pour nous tous dans le domaine écologique. Jérôme avait une question complémentaire. Quid de la formation des élus? Et il vient de rajouter, effectivement, on vient d'animer une fresque du climat aujourd'hui pour les députés. Il y a du travail, car ils ne connaissent pas vraiment le sujet climat. Pour ne parler que de ce sujet. Avec ça, oui. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Donc là, nous, au campus, on n'en est pas encore à former les élus, mais je pense que clairement, quelque part, l'exemple de la Convention citoyenne, c'est assez éclairant. On a vu qu'on a pioché 150 personnalités au sort qui ne connaissaient rien de ces enjeux-là. Et en 9 mois de travail, ils sont arrivés à un niveau de connaissance et de maîtrise des enjeux qui était extrêmement fort. Alors pourquoi ne pas refaire le même processus avec les élus, avec les gens chargés de nous gouverner et de prendre des décisions à notre place? Peut-être qu'on pourrait se poser la question dans l'autre sens. Et pour répondre à tes questions, Arthur, hein, sur ce que j'ai vu, voilà. moi je penserais, je pense que ça concerne tout le monde, hein, je penserais beaucoup à l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple, où vous avez eu un pays qui était en situation d'apartheid, de clivage social total, absolu et omniprésent. Et il y a eu quand même beaucoup de travaux pour refaire société, refaire corps, en fait, malgré toutes les déchirures du passé. Je pense au travail de la commission Vérité et Réconciliation, je pense à toutes ces stratégies aussi d'aide financière à toutes les communautés. Et je trouve que quelque part, c'est un peu vers ce vers quoi on va, si on ne considère pas le pilier social dans la question de la transition écologique. Si on parle de transition écologique uniquement en pensant à la biodiversité, aux abeilles et aux plantes, on ne va pas y arriver. Il faut aussi prendre les questions de justice sociale à la racine de manière vraiment radicale. Et pour ça, l'exemple de ces communautés qui ont été traumatisées par le passé et qui ont réussi à s'en sortir justement en mettant tout le monde, mais vraiment absolument tout le monde autour d'une table pour en parler, me semble extrêmement inspirant et extrêmement utile aujourd'hui. On ne peut pas uniquement légiférer sur le climat
en mettant quelques élus ensemble, il faut aussi arriver à comprendre en fait vraiment les craintes, les désirs, les besoins de tout le monde. Je pense à l'exemple voilà, de l'échec de la taxe carbone, c'est aussi parce que justement, on a très mal présenté les choses et ça n'a pas été compris du tout comme une taxe juste. Et forcément, ça ne pouvait que mener à l'échec. Alors que mettre tout le monde ensemble, bien discuter, poser les enjeux et comprendre tous les intérêts de part et d'autre, alors là, ça pourra peut-être aider à faire ces mesures dont on a si cruellement besoin aujourd'hui. Mais merci d'avoir répondu à ces questions. Je vais repasser la parole peut-être à Marie. Une dernière question et qu'elle peut ensuite faire la conclusion. Merci. J'aurais juste une autre question pour Emeline. J'aurais aimé savoir quelles étaient les suites du manuel de la transition. Alors, merci Marie. Donc pour les suites du manuel, donc l'idée, donc l'ouvrage va être réimprimé bientôt. Donc vous pouvez le trouver en librairie aujourd'hui, vous pourrez le trouver dans encore plus de librairies demain. Et surtout, l'idée, c'est de publier, donc, comme je vous le disais, ces petits livres vraiment par discipline. Donc là, pour l'instant, on a le manuel qui est le socle commun transdisciplinaire pour tout le monde. L'idée maintenant, c'est au fil de l'eau, au fil des années, des mois plutôt, de publier des petits guides voilà, pour les sciences économiques de gestion, la vie des campus, les arts et la littérature, l'architecture, de manière que finalement, on rentre davantage dans le détail pour chacune de ces disciplines. Et Arthur, j'espère vraiment qu'on n'aura pas besoin d'un choc de type apartheid, mais ça risque d'être assez violent. Et puisqu'on en est au conseil, on demandait un petit conseil de lecture, moi je vous conseillerais un très beau roman sud-africain justement, qui s'appelle Ninive, de Henrietta Rose Innes. Je vais écrire sa référence dans le chat. Et c'est un petit roman qui est très intéressant, parce que ce n'est pas un roman écologique à première vue, mais les questions qu'il pose de cohabitation entre espèces, du respect du territoire des uns et des autres, et de tenir en compte justement cette question de justice sociale et écologique, voilà, toutes ces questions sont très présentes et assez bien ficelées. Bien, merci. Merci Emeline, merci Arthur pour cette présentation vraiment enrichissante et passionnante sur les enjeux de la formation et les perspectives que ça ouvre pour les métiers de demain. On va conclure ce webinaire. Je vous invite tous peut-être à nous retrouver pour le prochain webinaire qui aura lieu le 21 avril sur le thème de l'agriculture et de la transition écologique avec Jean-Marie Patoureau, voilà, qui est agronome, ingénieur agronome. Nous aurons l'occasion de creuser encore ces questions sur la transition écologique dans la démarche Passeurs d'avenir vers le congrès de 2022. Patiemment, mais sûrement. Merci encore à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.